Je m'appelle Robert Baer et j'aimerais passer la prochaine heure à partager avec vous une expérience profondément transformatrice qui a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je parle de mon expérience de mort imminente, EMI, qui a complètement changé ma vision de la vie. Pour vous donner un peu de contexte, j'étais policier. Je vivais ma vie de manière très manichéenne, stricte, conservatrice et très conforme aux règles. C'était non seulement la façon dont je me conduisais, mais aussi la façon dont j'interagissais avec les personnes avec lesquelles je travaillais, ainsi qu'avec celles que j'entrais en contact dans le cadre de mes fonctions. Après avoir pris ma retraite de la California Highway Patrol, j'ai cherché d'autres activités qui me permettaient encore d'exercer une influence. Le pouvoir que j'avais en tant qu'agent des forces de l'ordre était une chose, mais dans d'autres postes, comme celui de professeur d'université ou de gestionnaire municipal, j'ai constaté que ce pouvoir prenait une forme différente. Lorsque vous occupez des rôles qui affectent la vie des gens, vous réalisez la responsabilité qui en découle. Je vous en parle parce que, si je raconte mon expérience de mort imminente, je pense que vous comprendrez pourquoi elle est pertinente pour l'histoire que je m'apprête à vous raconter. C'était en 2008, lorsque j'ai reçu un appel à la maison d'un ancien collègue de l'époque où j'étais policier. Nous étions de bons amis et même si nous ne nous étions pas parlé depuis un certain temps, dès que nous avons décroché le téléphone, j'ai eu l'impression que le temps ne s'était pas écoulé du tout. Nous avions travaillé ensemble dans les années 1960, et ces années ont été parmi les plus formatrices de ma carrière. Alors que nous discutions, nous donnant des nouvelles de nos vies respectives, il m'a soudainement interrompu au milieu de la conversation. D'un ton que je pouvais voir comme sérieux, il a dit, « Robert, je me sens obligé de te demander quelque chose. » J'étais curieux et j'ai demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu, « Es-tu en règle avec le Seigneur ?» Au début, j'ai été surpris. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « J'ai juste l'impression que je dois te demander quelque chose, » a-t-il expliqué. « Je crois que oui, » ai-je répondu, sans y réfléchir davantage après ce bref échange. Cela me semblait une question étrange et je n'y ai pas réfléchi à l'époque. Mais je ne savais pas que ce moment apparemment insignifiant allait entraîner un changement profond dans ma vie. C'était fin 2008 quand quelque chose s'est produit qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie et de la mort. Une nuit, je me suis réveillé dans mon lit et, à ma grande surprise, au pied de mon lit se tenait ma mère, décédée en 2005. À ce moment-là, elle avait exactement la même apparence que lorsque j'étais petit garçon. Elle était radieuse, belle et pleine de vie, et j'avais l'impression qu'aucun temps ne s'était écoulé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Nous avons eu une conversation, mais pas dans une langue que je pouvais reconnaître. Je crois que c'était télépathique, ou peut-être quelque chose au-delà des mots, mais je l'ai entendu clairement comme si ses pensées atteignaient directement les miennes. Elle m'a parlé d'une manière calme et aimante et m'a dit que mon heure approchait, que j'allais bientôt mourir. Elle m'a exhorté à mettre de l'ordre dans mes affaires et à régler toutes mes affaires personnelles. C'était un moment étrange, mais je ne pouvais nier la clarté de son message. Après cela, elle a tout simplement disparu, me laissant dans un silence stupéfait. Le sentiment accablant de perte m'a frappé comme une vague. J'étais furieuse contre moi-même parce que, dans ce bref moment sacré, j'avais raté l'occasion de lui exprimer tout ce que je ne lui avais jamais dit, la profondeur de mon amour pour elle, combien elle m'avait manqué, combien elle avait représenté pour moi. Cette occasion s'est échappée et je suis resté pleine de regrets. J'étais trempé de sueur, incapable de me débarrasser du sentiment de cette rencontre. Je n'ai pas pu dormir après cela, mon esprit s'emballant d'émotions que je ne parvenais pas à comprendre. Incapable de tout traiter par moi-même, j'ai appelé mon père, qui était encore en vie à l'époque, pour lui raconter cette expérience. Il était curieux, bien sûr, et voulait savoir si elle avait parlé de lui. Je me souviens très bien lui avoir décrit à quel point elle était jeune et belle, si dynamique, si pleine de vie, comme si le temps ne l'avait jamais touchée. Peu de temps après, l'ami qui m'avait appelé plus tôt, celui qui m'avait demandé quel était mon état spirituel, est décédé. Cela m'a beaucoup touché. Je me suis rendu en Californie pour assister à son mémorial, participant à la célébration de sa vie. J'ai prononcé un éloge funèbre, réfléchi à nos souvenirs communs, et je me suis retrouvé sans mots,
luttant pour exprimer la profondeur de notre amitié. Après la commémoration, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à préparer un voyage en Arizona. Chaque printemps, je rendais visite à mon fils et à sa famille là-bas. Mon fils, entraîneur de football, de baseball et de basketball au lycée, ainsi que professeur d'histoire, avait ses vacances de printemps au même moment que les matchs d'entraînement de printemps. C'est devenu une tradition pour moi d'aller passer du temps avec eux, d'assister aux matchs, de regarder mes petites filles grandir et de profiter de chaque instant. C'était toujours un moment de joie et de rapprochement, et je l'attendais avec impatience chaque année. Juste avant mon voyage en Arizona, j'ai vécu une autre expérience extraordinaire qui a approfondi le mystère de ce qui se déroulait autour de moi. Une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit et, à ma grande surprise, mon ami décédé est apparu au pied de mon lit, tout comme ma mère. Il avait l'air jeune, dynamique et plein de vie. Il ne me parlait pas au sens traditionnel du terme, mais je pouvais entendre clairement ces mots comme s'ils étaient transmis directement dans mon esprit. « Je vais te faire traverser la lumière », a-t-il dit d'une voix calme et rassurante. Dérouté et ne comprenant pas bien, je lui ai demandé « De quoi parles-tu » Il a simplement répondu « Je dois partir maintenant. Je veux rendre visite à mes petits-enfants à Sacramento. » Et juste comme ça, il a disparu. Cette expérience m'a laissé déstabilisé, car je me suis retrouvé une fois de plus incapable de dormir. L'impression étrange de sa présence persistait et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'important se produisait. J'ai passé quelques coups de fil et, à ma grande surprise, j'ai appris qu'en effet, ses petits-enfants vivaient à Sacramento, ce que je n'avais jamais su auparavant. C'était un détail étrange et troublant, qui semblait trop précis pour être une coïncidence. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je faisais de mon mieux pour le repousser dans un coin de ma tête pendant que je préparais mon voyage en Arizona. En mars 2009, j'étais à Phoenix, en Arizona. La chaleur y était accablante et les températures avoisinaient les 38 degrés tous les jours, ce qui était très différent du climat plus frais et côtier de l'Oregon. Mon fils et moi assistions au match de baseball de l'entraînement de printemps, souvent 2 par jour, mais je me sentais de plus en plus malade. Je ne me sentais pas bien et, bien que la chaleur en soit la cause évidente, j'avais l'impression que c'était quelque chose de plus grave. J'essayais de me dire que c'était juste la chaleur, mais chaque jour, je m'affaiblissais davantage. J'avais hâte de retourner en Oregon, où je pourrais échapper au soleil impitoyable et espérer me rétablir. Le jour où je devais prendre l'avion pour rentrer à la maison est arrivé, le 22 mars, le lendemain de mon anniversaire. Mon fils m'a déposé à l'aéroport et nous nous sommes dit au revoir. En entrant dans le terminal, j'ai été confronté à la vision intimidante d'une longue file d'attente à la TSA, et j'ai été soudainement épuisé. Je me suis demandé, comment vais-je m'en sortir ? Je ne me sentais pas bien et l'idée de faire la queue était accablante. J'ai réussi à passer la sécurité et, une fois arrivé de l'autre côté, je suis allé dans une petite supérette où j'ai acheté de l'aspirine. Cela semblait être une petite chose insignifiante, mais avec le recul, c'était probablement le bon choix. J'ai pris l'aspirine, puis je me suis dirigé vers la porte d'embarquement pour monter à bord de l'avion, en espérant pouvoir traverser le vol jusqu'à la fin et enfin rentrer chez moi pour me reposer. Je ne savais pas que les choses allaient prendre une tournure dramatique. Alors que je rangeais mes affaires dans le compartiment supérieur, quelque chose de soudain et de choquant s'est produit, je suis tombé raide mort d'une crise cardiaque massive. À cet instant, tout a changé. J'ai eu une chance incroyable, car ce jour-là, il y avait dans l'avion 2 pompiers en congé du Nord-Ouest Pacifique, ainsi qu'un médecin. Ils sont immédiatement passés à l'action, utilisant un défibrillateur et pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire pour tenter de me sauver. Je ne me souviens d'aucun détail de ce moment, au lieu de cela, j'ai senti que j'étais attiré par une lumière intense, à la fois réconfortante et d'une beauté bouleversante. J'ai vu des couleurs comme je n'en avais jamais vu sur Terre, des couleurs qui n'existaient pas dans notre monde. Elles étaient radieuses et chaleureuses, m'emplissant d'une paix indescriptible. Il y avait quelqu'un avec moi dans cette lumière, peut-être plus d'un être, plus d'une âme. C'est difficile à dire, mais je n'étais pas seul. J'ai senti leur présence,
même si je ne peux pas l'expliquer complètement. Je n'étais pas dans un auditorium, mais j'avais l'impression d'y être, un espace vaste et sans limite. Je pouvais sentir la présence d'autres personnes autour de moi, d'autres âmes, mais je ne me concentrais pas sur elles. Ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'était la présence d'une puissance supérieure, quelque chose de si immense et impressionnant que je ne pouvais même pas me résoudre à le regarder directement. L'humilité que j'ai ressentie en sa présence était indescriptible, une profonde reconnaissance que j'étais en présence de quelque chose de bien plus grand que moi-même. Puis, sans mots, mais en quelque sorte par télépathie, on m'a demandé, « Que as-tu fait de bien dans ta vie ?» C'était une question directe qui a pénétré mon être même. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper, aucun moyen de m'en cacher, et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point cela comptait profondément. Ensuite, j'ai été tiré vers la gauche et je me suis retrouvé à observer ce qui ne peut être décrit que comme une revue de vie ou une répétition vivante et complète de toute ma vie, du moment où j'ai été conçu jusqu'au moment même de ma mort. Ce n'était pas seulement un résumé, c'était un examen approfondi et complet de tout ce que j'avais vécu, de chaque action que j'avais entreprise, de chaque choix que j'avais fait. C'était bouleversant mais aussi éclairant. J'ai plus tard partagé cette expérience avec mon père, qui était encore en vie à l'époque. Quand je lui ai raconté que je l'avais vu, lui et ma mère, dans une vieille Chevrolet, il a semblé curieux. « Étais-tu dans la vision ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu, non, je n'y étais pas. Je regardais juste. Il m'a regardé pensivement et a dit, eh bien, tu te souviens de nous. Et c'est ce que j'ai fait. Je me souviens très clairement d'eux, pas seulement comme je les ai vus à ce moment-là, mais dans l'essence de ce qu'ils étaient, si vivants et pleins de vie. Ce bilan de vie, ce moment où je me suis retourné sur tout, est resté en moi, changeant toute ma compréhension de ce que signifie vivre et de ce qui compte vraiment en fin de compte. Mon père m'a regardé avec curiosité et m'a demandé, « Que portait ta mère ?» J'ai fait une pause un moment et j'ai répondu, « Elle portait une jupe à carreaux et un pull. » J'ai continué, « Tu étais debout à côté d'elle. » Pendant que je parlais, je me souvenais clairement du sourire chaleureux de ma mère. Mon père a semblé pensif pendant un moment, puis s'est dirigé vers une boîte remplie de vieilles photos. Il les a passées au crible, en a sorti une et me l'a montrée. « Est-ce ce que tu as vu ?» a-t-il demandé. En regardant la photo, j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'avais vu dans ma vision. Il a souri et a dit, « C'est l'un des plus beaux jours de la vie de ta mère. » J'étais confus, alors j'ai demandé, « Que veux-tu dire ?» Il a ensuite expliqué, « C'était le jour où nous venions de quitter le cabinet du médecin. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était enceinte de toi. Je lui ai demandé de m'épouser et nous sommes allés directement nous marier. » J'étais abasourdi. « Attends une minute, » ai-je dit. « Tu me dis qu'elle était enceinte de moi quand tu t'es marié ?» Oui, a-t-il répondu en riant. Nous avons tous les deux ri à cette pensée, mais il a ensuite ajouté, « Ta mère m'aurait tué si j'avais mentionné cela quand elle était en vie. » Je l'ai rassuré, « Tout va bien, papa. Ils ont été mariés pendant plus de 50 ans avant qu'elle ne décède, donc tout va bien. » En partageant ce moment, j'ai ressenti un sentiment écrasant de connexion avec le passé. Cela m'a fait réfléchir à ma propre vie et, peu de temps après, je me suis retrouvé à revivre ces premières années d'enfance. Regarder mon jeune moi naviguer dans le monde était tout simplement incroyable. Un souvenir marquant est resté gravé dans ma mémoire, quand j'avais environ 4 ou 5 ans, notre famille faisait des voyages à San José le samedi. C'était le jour des courses et j'avais déjà bien appris la dynamique de mes parents. Si je demandais quelque chose à mon père, il y avait de bonnes chances que je l'obtienne, si je demandais à ma mère, en revanche, la réponse était presque toujours non. Elle avait de solides origines catholiques irlandaises et, bien qu'elle soit aimante et gentille, elle avait aussi des limites bien définies. Un jour, alors que nous étions dans un magasin, j'ai vu un paquet de cartes de baseball de 500 et j'ai décidé que je les voulais. J'ai regardé mon père et lui ai demandé, « Est-ce que je peux les avoir ?» Ma mère a entendu et a lancé un regard entendu à mon père. Il a répondu, « Eh bien, demande à ta mère. » C'était ainsi que fonctionnait notre famille, mon père laissait souvent ma mère prendre la décision finale sur ce genre de choses.
Je me suis donc tourné vers ma mère, m'attendant à ce qu'elle dise non, et bien sûr, elle l'a fait. Non, tu ne peux pas les avoir, a-t-elle dit. Mais je n'étais pas prêt à abandonner si facilement. J'ai fini par prendre les cartes quand même, les glissant dans ma poche. Plus tard dans la journée, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert les cartes. À l'intérieur se trouvait un petit bâton de chewing-gum dur, que j'ai mis dans ma bouche. Je commençais à peine à savourer mon prix lorsque la porte s'est ouverte et que ma mère se tenait là. « Lapin, qu'est-ce que tu as là ?» a-t-elle demandé sévèrement. J'ai immédiatement su que j'avais des ennuis, et c'était certainement le cas. Les conséquences de mes actes sont vite devenues évidentes lorsque mes parents m'ont fait monter dans la voiture et sont retournés au magasin. Ma mère était bouleversée, a fait une scène, mais elle a insisté pour que je rende les cartes volées. C'était une leçon que je n'oublierai jamais, une leçon qui m'a appris l'importance de l'honnêteté et du respect des règles, même à un jeune âge. Ces petits moments, comme celui avec les cartes de baseball, ont façonné la personne que je deviendrai et, avec le recul, ils ont été des leçons de caractère inestimables. J'ai pris les cartes de baseball et le chewing-gum restant, les ai soigneusement emballés dans du papier, puis mes parents m'ont emmené au magasin. Ils ont demandé à parler au gérant du magasin, et quand il est sorti, ma mère n'a pas perdu de temps. Notre fils t'a volé ses cartes, a-t-elle déclaré, puis s'est lancée dans une tirade sur le fait que le vol était inacceptable dans sa famille. Elle a dit au gérant que s'il voulait appeler la police, elle ne se souciait pas des conséquences. Sa résolution était claire, mais je pouvais sentir le malaise du gérant. Je pouvais presque entendre ses pensées, c'est un enfant de 5 ans. Je ne veux pas impliquer la police. Après un moment d'hésitation, il a cédé et m'a dit, donne-moi juste une pièce de 5 cents. Mon père lui a donc donné la pièce de 500 et c'était la fin de l'histoire. Le propriétaire du magasin semblait satisfait et nous sommes partis sans autre drame. Nous sommes rentrés à la maison, mais je savais qu'il y aurait des conséquences. J'ai été puni pendant ce qui m'a semblé être une éternité. En racontant cette histoire à mon père des années plus tard, il a ri. J'ai souri aussi et je lui ai dit, « Toi et maman avez vraiment fait votre travail de parents et ce moment a eu un impact profond sur ma vie. » Je les remerciais pour les leçons qu'ils m'ont apprises, pour m'avoir montré l'importance de la responsabilité et la valeur de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regardait. Ces premières leçons ont façonné la personne que je suis devenue en tant qu'adulte et j'en suis profondément reconnaissante. En continuant à observer le déroulement de ma vie pendant le bilan de vie, je me suis retrouvé à revivre de nombreux moments différents, à la fois bons et mauvais. Il y a eu des expériences que j'avais oubliées, mais les bonnes se sont clairement démarquées. L'un des moments les plus marquants a été celui où je suis tombée amoureuse pour la première fois. J'ai pu revivre la chaleur, l'excitation et la joie pure de cette connexion. Le sentiment de tomber amoureuse, la façon dont cela vous consumait, faisait que tout semblait aller bien. C'était l'une des plus belles expériences à revivre, et en la regardant se dérouler une fois de plus, j'étais submergé de gratitude. C'était comme revivre les meilleurs moments de la vie, ressentir ces émotions sans temps ni distance entre moi et ces moments précieux. Les souvenirs étaient vifs, comme si je les vivais pour la première fois. Cela m'a rappelé à quel point nos émotions sont étroitement liées aux expériences que nous portons en nous, comment ces expériences nous façonnent, nous aident à grandir et parfois même définissent le cours de notre vie. Mais la chose la plus difficile à affronter pour moi, et quelque chose qui me met encore au défi aujourd'hui, est le profond sentiment de trahison. Dans le bilan de ma vie, tout était mis à nu, rien que la vérité brute et sans phare. Il n'y avait aucune illusion, aucun moyen de se cacher de ce qui s'était passé. Juste la vérité. Je ne sais pas si les personnes qui écoutent ceci ont déjà vécu un divorce, mais si c'est le cas, vous savez peut-être à quel point cela peut être conflictuel et douloureux. J'ai vécu un de ces types de divorce, et ce fut l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. C'était si grave que je n'ai pas parlé à mon ex-femme pendant des années, coupant complètement la communication. Cependant, malgré l'amertume et la colère, la vie a une façon de vous repousser dans des situations où vous devez faire face au passé. Un de ces moments s'est produit lorsque notre fille, qui est maintenant avocate, a dû subir une opération chirurgicale pour un grave problème de cancer.
Je me suis rendu à l'hôpital où elle se trouvait et, à ma grande surprise, sa mère et moi nous sommes retrouvés dans la salle d'attente ensemble. C'était après avoir vécu mes expériences de mort imminente, et il y a eu un changement dans ma façon d'aborder les choses. J'ai regardé mon ex-femme et, après un long silence, j'ai dit, « Tu sais, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé et les choses entre nous sont devenues assez moches. Nous avons une fille qui a peut-être besoin de nous deux en ce moment. Pourquoi ne pas enterrer la hache de guerre, laisser tomber le passé et tirer le meilleur parti de cette situation pour elle ?» Nous étions tous les deux d'accord et cela ressemblait à une avancée, quelque chose que nous n'avions pas vécu depuis des années. Je lui ai alors demandé, « Je veux te demander quelque chose. Tu n'es pas obligé de répondre si tu ne le veux pas, mais j'y pense. J'ai besoin de savoir certaines des trahisons que j'ai vues dans ma vie. » Elle n'a pas hésité, elle l'a admis. Ce fut un moment d'honnêteté douloureux, mais la vérité correspondait exactement à ce que j'avais vu dans mon bilan de vie, les trahisons, pas seulement de sa part, mais aussi de la part d'autres personnes. Parfois, elles viennent de personnes avec qui vous travaillez, de personnes dont vous pensez qu'elles se soucient de vous, de personnes que vous considérez comme vos amis. La vérité de la trahison peut être plus complexe qu'une simple intention malveillante, parfois, elle n'est pas intentionnelle, mais elle reste profonde. Dans mon bilan de vie, tous ces moments de trahison m'ont été présentés. Il ne s'agissait pas seulement des grandes trahisons, mais aussi des petites, celles qui érodent votre confiance et changent votre vision du monde. Et tandis que je regardais tous ces moments se dérouler, c'était difficile à traiter. C'était comme être frappé par la vérité brute et non filtrée de ma vie, chaque interaction douloureuse, chaque moment de souffrance. Et c'était un combat pour moi. Puis, alors que je luttais contre tout ce poids émotionnel, quelque chose d'inattendu s'est produit. Du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose qui bougeait vers la droite. J'ai regardé et là, à ma grande surprise, se trouvait mon chien, Scooter, décédé en 2001. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne savais pas que les animaux allaient dans l'au-delà, mais elle était là, si heureuse de me voir. Je pouvais sentir la joie qui émanait d'elle, même si elle ne pouvait pas physiquement venir à moi. C'était bouleversant de la revoir, un petit réconfort au milieu de toute la lourdeur de la revue de vie. Elle était si heureuse, remuant la queue, sa présence remplie d'amour pur et de joie. C'était comme si toute la douleur du monde s'était estompée pendant un bref instant. À cet instant, la profondeur de l'amour inconditionnel que les animaux donnent est devenue évidente pour moi. La joie de Scooter de me voir était si authentique, si pure de tout ce que j'avais vécu. C'était un bref moment de paix, un rappel que parfois l'amour, dans sa forme la plus simple, est tout ce qui compte vraiment. C'était un moment qui, même maintenant, me fait sourire quand j'y pense. Alors que je continuais à regarder la revue de ma vie, je me suis retrouvé à revivre des moments de différentes étapes de ma vie. C'était comme si j'étais témoin de tout cela en même temps, les moments joyeux, les moments déchirants et tout ce qui se trouve entre les deux. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai vu la naissance de mes enfants dans les moindres détails, ressentant à nouveau l'amour et l'émerveillement que j'ai ressenti à ces moments-là. Les souvenirs heureux se mêlaient aux souvenirs tristes, et je pouvais ressentir toute la gamme des émotions comme si je revivais chaque instant. Mais finalement, je me suis retrouvé ramené au présent, à la dure réalité d'être dans un lit d'hôpital aux urgences. J'avais été réanimé après avoir été cliniquement morte pendant au moins 45 minutes. Les médecins et l'équipe médicale avaient travaillé sans relâche pour me ramener à la vie. Peu de temps après, je suis décédé à nouveau, cette fois pendant environ 10 minutes. C'était une expérience terrifiante, mais j'ai également ressenti un sentiment de gratitude envers l'équipe médicale, en particulier envers un médecin qui m'a marqué. Il était originaire du Pakistan et a refusé de me laisser mourir. Sa détermination était incroyable et je lui serai éternellement reconnaissante pour ses efforts. C'était un homme merveilleux et je crois sincèrement que c'est sa persévérance qui m'a sauvé la vie. Lors de mon deuxième décès, mon expérience a été différente. Je me suis retrouvé en suspension au-dessus de mon corps, regardant le chaos qui m'entourait. J'ai regardé les médecins s'efforcer désespérément de me réanimer. Je pouvais voir la ligne plate sur l'écran et j'entendais les cris frénétiques du personnel médical, déclarant qu'il m'avait à nouveau perdu.
mais même si je voulais me concentrer sur l'urgence de la situation, mon attention s'est détournée ailleurs dans l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital en ambulance, et pendant qu'ils m'amenaient, je les ai vus placer mes effets personnels dans l'ambulance. Il y avait 2 personnes qui fouillaient dans mon portefeuille, essayant de découvrir qui j'étais. Je pouvais les entendre parler, essayant de reconstituer les détails de mon identité. Des policiers étaient également présents, et l'un d'eux avait 2 portefeuilles, l'un avec mes effets personnels habituels et l'autre avec mon badge de police et ma carte d'identité. Ils triaient mes affaires, à la recherche de mes cartes d'assurance, et je me suis retrouvé à essayer de les guider. Je savais exactement où ils se trouvaient, les cartes d'assurance étaient dans mon portefeuille de police, et j'éprouvais un étrange sentiment d'urgence pour les aider à les retrouver. C'était étrange de pouvoir tout voir de ce point de vue détaché tout en étant si profondément conscient des petits détails qui se déroulaient autour de moi. Alors que j'essayais de parler aux gens autour de moi, je me suis vite rendu compte qu'ils ne pouvaient pas m'entendre. Une vague de prise de conscience m'a submergé, je devais être morte. C'était une pensée qui me faisait réfléchir, mais avant que je puisse y réfléchir, j'ai été soudainement ranimé. Ce même médecin dévoué m'avait ramené du bord du gouffre. J'ai passé plusieurs jours aux soins intensifs, mon corps affaibli et épuisé par cette épreuve. Je dois admettre qu'une partie de moi s'accrochait probablement, espérant être là juste assez longtemps pour que ma fille y arrive et que mon fils soit à mes côtés. Le médecin continua à me surveiller régulièrement et un jour, je lui racontai en détail ce que j'avais vu pendant que j'étais cliniquement morte, le moment où je les avais regardés trier mes affaires personnelles pendant qu'ils s'efforçaient de me réanimer. À ma grande surprise, il me regarda avec de grands yeux et me demanda « Tu as vu ça ?» J'acquiesçai et confirmai que j'avais bien tout vu. J'entendais tout ce qu'il disait, mot pour mot. Incrédule, le médecin alla rassembler les personnes qui étaient venues aux urgences avec moi ce jour-là. Il les amena à mon lit et dit « Racontez-leur ce que vous m'avez dit. » Je racontai tous les mots exacts, la séquence des événements et lorsque j'eus fini, chacun d'eux hocha la tête en signe d'accord, confirmant « C'est exactement ce que nous avons dit, mot pour mot. » Ce fut un moment stupéfiant pour moi. Je partage cela parce que cela souligne quelque chose d'important à propos des expériences de mort imminente, EMI. De nombreuses personnes qui ont vécu des EMI partageront leurs histoires de révision de vie, de flottement au-dessus de leur corps ou de rencontre avec le divin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe aucune preuve concrète, aucune séquence vidéo, aucune vidéo pour valider ce qui s'est passé. C'est comme être Marco Polo, Marc Twain ou Christophe Colomb, on se lance dans un voyage que personne d'autre n'a fait, on essaie d'expliquer l'inexplicable, et tout ce qu'on a à offrir, c'est sa parole. Et pour beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils ont lorsqu'ils racontent leurs histoires. Dans mon cas, j'ai vécu 2 types différents d'EMI le même jour. Ce n'est pas quelque chose dont on entend souvent parler, mais c'était ma réalité. L'une était l'expérience classique de « planer au-dessus du corps », tandis que l'autre impliquait une rencontre plus profonde et plus spirituelle. Il est important de reconnaître qu'il n'existe pas de description universelle de ce à quoi ressemblent ces expériences. Elles sont profondément personnelles et le parcours de chacun est unique. Après avoir été libéré, j'avais hâte de rentrer chez moi. Tout ce que je voulais, c'était retourner en Oregon. Mais le médecin avait d'autres plans. Il a insisté sur le fait que j'avais besoin d'une autre opération et il n'était pas prêt à me laisser partir tout de suite. Je lui ai dit, je veux juste rentrer chez moi. Finalement, il a pris des dispositions pour qu'un collègue de l'Oregon prenne en charge mes soins et effectue l'opération là-bas. Il m'a prévenu, dès que tu arriveras en Oregon, tu devras te faire opérer. Je lui ai promis que je le ferai, sur ce, je me suis rendu à l'aéroport. Je ne sais pas comment j'ai réussi à embarquer dans l'avion, j'étais faible et je pouvais à peine bouger mais j'ai réussi à y arriver. Je suis arrivé en Oregon, prêt à affronter le prochain chapitre de ma convalescence. Après cela, je suis allé à l'hôpital et j'ai subi l'opération suivante, et me voilà en vie aujourd'hui. À ce jour, j'ai vécu 4999 jours de plus, demain marquera le 5000 jour. C'est une bénédiction vraiment extraordinaire. Chaque jour, j'essaie de vivre comme si c'était le dernier, en chérissant chaque instant, en sachant à quel point la vie peut être fragile.
Il est intéressant de noter qu'à peu près au moment de mon décès, Michael Jackson, la célèbre pop star, est également décédé. Comme moi, il était cliniquement mort pendant environ 45 minutes. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Los Angeles, où un médecin réputé, connu pour sa capacité à réanimer les gens, a essayé de le ramener à la vie. Malheureusement, malgré l'expertise du médecin, il n'a pas pu sauver Michael Jackson. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir un médecin pakistanais, un homme incroyable qui a refusé de me laisser mourir. Je lui dois tout. Je me demande souvent ce que Michael Jackson aurait donné pour avoir la chance de vivre 4999 jours de plus, de pouvoir profiter d'un autre lever de soleil, d'un autre moment avec ses proches ou d'une autre opportunité de créer. C'est une pensée qui donne à réfléchir et qui me rappelle à quel point la vie est précieuse. Je me sens incroyablement béni d'être ici aujourd'hui et je suis profondément reconnaissant pour cette seconde chance. Ce fut un honneur de partager mon histoire avec vous et j'apprécie sincèrement votre temps et votre attention. Merci de votre écoute.